La première chose que je voudrais vous dire, c'est que, pour moi, et je pense qu'on est dans cette salle, on sera d'accord parmi les intervenants, hein, c'est que les banques sont des acteurs absolument essentiels dans nos sociétés, dans nos économies. C'est vraiment... Aurore a insisté à juste titre sur leur rôle de financement, mais elles ont aussi d'autres fonctions que je ne fais qu'énumérer, mais qui me paraissent très importantes pour montrer à quel point elles sont importantes. Elles ont pour fonction de collecter, de gérer notre épargne, les dépôts en particulier. Deuxièmement, et c'est très important également, elles ont pour fonction de créer de la monnaie lorsqu'elles font des crédits et de gérer cette monnaie, c'est-à-dire de gérer ce qu'on appelle le système de paiement. Nous sommes des économies monétaires. Si nous n'avons pas des acteurs en charge de faire circuler les paiements, distributeurs automatiques, automates, tous les instruments qui sont mis à notre disposition, l'économie ne fonctionne pas bien. Donc les banques ont cette fonction majeure, et la Banque centrale d'ailleurs aussi, hein, y compris. Quand je dis les banques, c'est les banques commerciales, la Banque centrale. Et troisièmement, et dernièrement, on n'en parle presque jamais, les banques ont un rôle absolument majeur pour la gestion des risques. C'est-à-dire que quand elles prêtent avec une relation directe avec l'emprunteur, qui peut être l'entreprise, qui peut être un particulier. Et normalement, et on a vu que ça peut ne pas marcher ou ne pas du tout être fait, ce travail, mais elles ont un rôle majeur dans l'économie. C'est quand on octroie un prêt, on évalue le risque et on fait de la gestion des risques. Et après, on surveille le risque tout du long jusqu'à l'extinction du prêt. Or, c'est la deuxième idée que je voudrais développer, c'est que depuis les années 80, on a assisté à ce que j'appellerais un dévoiement du fonctionnement des banques dans tous nos pays, que ce soit, on a parlé beaucoup des États-Unis, mais c'est vrai en Europe, en France, en Suisse, en Espagne, etc., un véritable dévoiement. D'où vient ce dévoiement et quelle forme a-t-il pris ? Il vient du fait que, à mon avis, on a libéralisé ou déréglementé à outrance le système bancaire et financier, permettant aux banques de mener des opérations en toute liberté, comme on l'a vu, sans véritable contrôle, et avec beaucoup moins d'encadrement que dans le passé. Donc ça, c'est un point important. D'autre part, il y a eu un processus que j'appellerais le processus de financiarisation. C'est-à-dire qu'on est passé dans un monde, à partir des années 80, où la finance, les marchés de capitaux ont pris un rôle de plus en plus important. Deux conséquences en passant sur les banques. Premièrement, quand vous regardez le bilan d'une banque, vous regardez son activité, vous apercevez qu'elles sont essentiellement actives aujourd'hui sur les marchés de capitaux, les marchés financiers, de moins en moins dans ce qu'on pourrait appeler le financement traditionnel de l'économie par les crédits. Donc ça, c'est un vrai biais qui est tout à fait dommageable à l'économie. Et puis, il y a ce que j'appellerais la logique actionnariale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques sont gérées par les actionnaires ou dans l'intérêt prioritaire des actionnaires. Ce qui pousse les managers des banques à prendre des risques extrêmement importants pour générer un rendement des fonds propres important. Et ça, c'est ce qu'on appelle le ROE, Return on Equity, qui est une des variables clés de la gestion bancaire, qui a pris une place exorbitante et qui explique pourquoi les banques, pour générer des rendements importants, prennent des risques très très importants, et j'y reviendrai. Il y a eu l'apparition, du coup, dans ce contexte, ce que j'appelle un nouveau modèle bancaire. C'est-à-dire qu'on a assisté d'abord à des opérations de fusion, acquisition, rapprochement, et à l'émergence de géants bancaires. Mais je pense qu'en Suisse, vous avez vu ça. Hein. En France, c'est pareil. C'est pareil dans d'autres pays. C'est spectaculaire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le marché bancaire, dans la plupart des pays, que ce soit la Suisse ou la France, par exemple, si on prend ces deux exemples, sont dominés par quelques géants qui ne sont plus des banques, d'ailleurs. Moi, ce que je dis quelquefois à mes étudiants, c'est que j'ai enseigné, donc, et je parlais des banques, je dis les banques n'existent plus, ce sont des conglomérats financiers. Ce sont des groupes financiers dans lesquels le métier de banque, stricto sensu, n'est qu'une petite partie de l'activité. Leur activité, c'est aussi de l'assurance, c'est aussi de la gestion de titres, c'est aussi de la banque d'investissement. C'est devenu des mastodontes dont la taille a explosé. Pensez par exemple que le bilan de la plus grande banque française, BNP Paribas, c'est 100% du PIB français. Vous voyez, donc pour vous donner un ordre de grandeur, quand on additionne les bilans des 4 grandes banques, des 5 grandes banques, on est à 300 ou 400% du PIB français. Donc, si vous voulez, c'est monumental, quoi. C'est des acteurs qui sont devenus des mastodontes, à tel point, et Aurore l'a un peu dit tout à l'heure, qu'elles sont too big to fail, trop grosses pour faire faillite. C'est-à-dire que, vu leur taille énorme, si l'une d'entre elles est en difficulté, c'est tout le système bancaire qui est menacé, d'où la notion que les économistes mettent en avant de risque systémique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques, par leur nature de leur activité et par leur taille, font courir un risque systémique, c'est-à-dire d'instabilité profonde du système bancaire dans son ensemble. Moi, je dis par ailleurs que
les banques ne font plus véritablement leur métier principal aujourd'hui. Les fonctions que j'ai énoncées tout à l'heure. En particulier, il y a un domaine qui me paraît très important, enfin deux domaines. D'abord celui du financement de l'appareil productif, c'est-à-dire de financement des entreprises, notamment les plus petites d'entre elles. D'accord ? C'est plus du tout, quand vous regardez l'activité d'une banque, c'est plus du tout une activité prioritaire et majoritaire, comme ça l'a été dans le passé pour la plupart des banques. Et puis deuxièmement, autre idée, c'est qu'elle ne gère plus les risques. Elle transfère les risques au marché. La titrisation, c'est quoi ? C'est vendre des créances, c'est-à-dire des risques, des crédits qu'on a fait par exemple à des ménages, des crédits immobiliers ou à des entreprises, pour les transférer à des investisseurs. Donc, elles externalisent leurs risques, elles ne détiennent plus les risques. Et quand vous êtes dans une situation comme ça, il y a un problème, les économistes appellent ça un aléa moral, c'est quand vous savez qu'un risque, vous ne le porterez plus dans votre bilan tout du long du prêt, jusqu'à l'extinction du prêt, que vous allez pouvoir le revendre, eh bien, vous êtes enclin à être beaucoup moins vigilant dans la gestion des risques. Et ça, c'est une des causes d'ailleurs de la crise des subprimes. Donc vous voyez, il y a eu des transformations absolument majeures dans le système bancaire. Par ailleurs, nos banques ont développé un système bancaire parallèle qu'on appelle le shadow banking. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expression, la banque de l'ombre. C'est-à-dire qu'elles ont développé une activité parabancaire pour tenter d'échapper à la régulation bancaire, qui pourtant avait été allégée. Donc les subprimes et toute l'ingénierie financière qui a été développée à partir des subprimes et de la titrisation, ça a été logé dans des acteurs, dans le hors-bilan des banques, ou chez des hedge funds, des fonds spéculatifs, qui sont des acteurs de la banque de l'ombre, la banque non régulée ou faiblement régulée. Et du coup, les régulateurs ont vu une grande partie de l'activité leur échapper, ce qui peut aussi expliquer la crise et les crises à venir, peut-être, parce que le shadow banking continue de prospérer aujourd'hui. Donc on a calculé qu'aux États-Unis et en Europe, c'est à peu près la moitié de l'activité bancaire entendue au sens le plus large qui correspond au shadow banking, c'est-à-dire la banque de l'ombre faiblement ou non régulée. Et là, il y a vraiment un gros problème. Alors, je dirais que le fonctionnement actuel de nos banques fait courir à la société 3 risques majeurs. Premier risque, c'est un risque d'instabilité du système, pour les raisons qu'on a indiquées. On y reviendra tout à l'heure, si vous voulez, dans la discussion, parce que ce système, notamment, est dominé par des mastodontes bancaires, too big to fail, c'est-à-dire que si l'un d'entre eux est en difficulté, regardez l'affaire Lehman Brothers, à ce moment-là, il y a vraiment un risque d'ébranlement du système dans son ensemble. Deuxièmement, ces mégabanques ont une position dominante. Regardez par exemple UBS, le poids d'UBS en Suisse, regardez le poids de BNP Paribas ou de HSBC. C'est-à-dire, elles sont tellement grosses qu'elles faussent la concurrence. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans un monde où la concurrence est oligopolistique, pour employer un terme qu'utilisent les économistes, et où quelques mastodontes ont un poids tellement important qu'ils vont fausser la concurrence, et au détriment en particulier des usagers, dans lesquels elles ont un rapport de force tout à fait favorable. Bon, je ne développe pas, on y revient si vous le souhaitez, mais ça me paraît très important. Et puis, troisième point, et ce n'est pas le moins important, je dirais qu'il y a un problème de démocratie, tout simplement. Quand on regarde comment le poids financier, le poids politique de ces acteurs, eh bien, on peut penser qu'ils ont aujourd'hui une capacité d'influence et d'action sur le politique et le régulateur qui est considérable, ce qui explique très largement d'ailleurs pourquoi les réformes qui ont été faites après la crise sont des non-réformes ou des réformes minimales, parce qu'elles ont un poids, elles sont très bien organisées en lobby, et elles ont des liens très forts avec les dirigeants, et du coup, il y a un vrai problème. Alors, tu as parlé tout à l'heure, Julien, de notre livre. Dans le livre noir des banques, on a pointé au moins trois nuisances majeures des banques aujourd'hui qu'on dénonce. Et on pense que la société et les citoyens doivent en être conscients et éventuellement réagir par rapport à ça. La première nuisance, c'est la spéculation. Les grandes banques sont des acteurs majeurs de la spéculation. On a vu la spéculation immobilière, je n'en parle pas, Aurore l'a décrite, spéculation, fraude, etc. Je vais insister sur d'autres formes de spéculation en ne faisant que les mentionner, évidemment. On y reviendra, mais je pense que vous avez déjà vu ça et ça vous dira tout de suite quelque chose. Il y a eu, après la crise des subprimes et la crise liée à l'éclatement de la bulle immobilière, il y a eu une ruée sur les matières premières. En 2009-2010, on a assisté en particulier à une montée des cours des matières premières, notamment alimentaires. Et il y a eu des problèmes de famine dans un certain nombre de pays en développement, en Afrique notamment. Pourquoi ? Parce que pour des pays pauvres, ou pour les gens, les céréales par exemple, ou le riz
sont la base alimentaire, et si ces prix montent, eh bien, ils ne peuvent plus se nourrir correctement, c'est un drame. Hein. Ça n'a rien à voir avec nous, où notre budget alimentaire représente 20% de notre dépense totale. Donc si ça monte, c'est pas trop grave. Mais pour des peuples pauvres, quand ça représente 100% de la dépense, ou presque 100%, eh bien c'est absolument dramatique. Or, il y a eu une spéculation, et on montre dans le livre à quel point les banques ont été actives, notamment en utilisant des produits très sophistiqués sur les marchés dérivés de matières premières. Un deuxième exemple, la dette publique. Comme vous savez, l'Europe, et la zone euro plus particulièrement, a connu ce qu'on appelait une crise des dettes souveraines. La crise grecque, par exemple, pensons à la crise grecque, mais on peut parler aussi de la crise espagnole, la crise portugaise, la crise irlandaise. Il y a eu une spéculation éhontée sur la dette publique de ces pays-là. Qui a été en tête, qui a été les meneurs de cette spéculation? Les grandes banques. On s'est aperçu que les grandes banques françaises et allemandes, par exemple, ont été celles qui ont été les plus actives, avec d'autres banques non européennes comme Goldman Sachs, hein, ont été extrêmement actives dans la spéculation sur la dette grecque, et ont contribué à mettre à genoux, si vous voulez, le gouvernement grec à cause de cette spéculation. Donc voilà un autre exemple, et on pourrait en citer d'autres. Elles utilisent des produits très sophistiqués. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des CDS, Credit Default Swap. En spéculant sur les marchés d'options, elles ont spéculé, elles ont fait monter les cours d'une manière incroyable en rendant les choses très difficiles pour les banques. Ça, c'est la première nuisance, si vous voulez, la spéculation. La deuxième nuisance sur laquelle je voudrais insister, qui est d'actualité en Europe, en France notamment, c'est qu'elles sont des acteurs majeurs de l'évasion fiscale. Alors là, je pense qu'ici, vous ne me direz pas le contraire. Eh bien, en France, je me contenterai de donner des chiffres français pour pas, vous voyez, pas empiéter sur vos... Mais je pense que vous serez d'accord. En France, la Cour des comptes sort année après année, qui est l'instance qui régule, enfin qui surveille les comptes publics, qui indique que, bon an, mal an, nous avons ces dernières années en France une évasion fiscale de l'ordre de 60 à 80 milliards d'euros par an, ce qui correspond à peu près au déficit public. Qui sont les acteurs qui organisent pour leur propre compte, mais aussi pour le compte de leurs clients, particuliers, fortunés, entreprises multinationales ou PME d'ailleurs quelquefois? Eh bien, cette évasion, ce sont les banques. On a des tas d'exemples qui le démontrent. Et là, je vous signale qu'il y a un rapport qui vient de sortir, qui est intéressant. Vous pouvez le retrouver, si ça vous intéresse, sur Internet. Nous avons en France une plateforme des paradis fiscaux et judiciaires qui regroupe une vingtaine d'ONG, dont Attac fait partie notamment, mais il y a des syndicats, etc., des ONG notamment environnementales, écologiques. Et ce rapport qui est sorti il y a une dizaine de jours donne des chiffres hallucinants. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, par exemple, je vous en donne un exemple, hein, une ou deux illustrations. Les banques françaises, alors c'est sur les banques françaises, mais je pense qu'on pourrait en dire autant des banques suisses, déclarent un tiers de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Un tiers de leurs bénéfices. Pour échapper à l'imposition. Qu'un quart de l'activité internationale des banques françaises est réalisée dans les paradis fiscaux. Un quart dans les paradis fiscaux. Que les activités des 5 banques françaises sont 60% plus lucratives lorsqu'elles sont logées dans les paradis fiscaux. Et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'ils ont de ces données-là? Parce que la loi bancaire française, qui a été votée en 2014, récemment, a, sous la pression d'ONG, d'ailleurs, notamment d'Attac, les Amis de la Terre, etc., Oxfam, a obtenu que les banques soient obligées chaque année de faire un reporting, comme on dit, c'est-à-dire de publier un certain nombre de résultats, de données sur l'activité de leurs filiales à l'étranger, notamment dans les paradis fiscaux. Et les ONG se saisissent de ces données, où on voit par exemple les effectifs, on voit les chiffres d'affaires, on voit les résultats, etc. Et comme ça, on peut étudier, et c'est comme ça qu'on a fait ce rapport, qui est assez incroyable, si vous voulez. Pour vous donner une petite idée, prenons un cas, BNP Paribas a 7 filiales dans les îles Caïmans. Alors c'était le cas l'année dernière, cette année c'est un peu moins le cas, mais il y a un an, il y avait un chiffre d'affaires très important sans aucun salarié. C'est-à-dire que ce sont des sociétés écrans. C'est-à-dire que c'est vraiment la preuve que ces filiales à l'étranger, notamment dans les îles Caïmans, c'est uniquement un moyen d'échapper. Non seulement à l'impôt, mais aussi à la réglementation. Parce qu'il ne faut pas oublier que, pour ça qu'on parle de paradis fiscaux et réglementaires, c'est qu'en fait les banques, en allant dans ces paradis, aussi échappent à la régulation, qui pourtant a pour objet
d'éviter la spéculation et d'éviter des prises de risques excessives. Donc, si vous voulez, là, il y a un vrai sujet qui n'est absolument pas traité encore, puisqu'on voit que les banques continuent d'être très actives. Alors, le dernier point, je le dirai en passant, nous avons beaucoup travaillé sur la question environnementale, écologique, parce que nous avons constaté que les grandes banques, toutes, financent des projets climaticides, par exemple. C'est-à-dire des projets extrêmement dangereux pour le climat, par exemple, qui contribuent largement aux émissions de gaz à effet de serre. Là aussi, ce sont des chiffres qui concernent les banques françaises, mais je pourrais, si vous en connaissez certainement sur les banques de votre pays, c'est qu'en France, les ONG ont calculé que tous les projets à l'échelle internationale que nos banques financent contribuent à une émission de CO2 qui est 4 fois supérieure à celle de l'économie française prise dans son ensemble. C'est-à-dire, quand vous prenez les 4 ou 5 banques françaises et que vous regardez tous leurs projets, tous les projets qu'elles financent, eh bien, vous apercevez qu'ils sont très largement émetteurs de gaz à effet de serre. Par exemple, les grands bassins de charbon, d'extraction de charbon au Canada, en Australie, etc. Donc là, il y a toute une campagne aujourd'hui qui est menée, d'ailleurs, qu'on appelle la campagne de désinvestissement, pour essayer d'obliger ces acteurs et d'autres, mais les banques en particulier, à arrêter de financer ces projets climaticides pour se tourner vers des énergies renouvelables en particulier. Alors, pour terminer, la question des réformes. Aurore en a un peu parlé, elle a donné toute une série de changements qui seraient souhaitables. Moi, juste pour être simple et pour aller à l'essentiel, j'en donnerai 2. Il me semble qu'il y a deux réformes majeures qui sont vraiment importante si on veut que le système bancaire redevienne au service de la société et de l'économie. C'est premièrement cette question de la séparation des banques. Là, c'est un gigantesque sujet, parce que tout le monde n'est pas d'accord, mais l'idée, c'est qu'il faut séparer les activités de banque de détail ou de dépôt, si vous préférez, d'un côté, et les activités de banque d'investissement de l'autre. Nous avons en Europe un certain nombre de pays, alors la France, l'Allemagne, etc., qui ont fait des réformes soi-disant dans ce sens, mais qui sont minimales, pratiquement, qui ne séparent pas grand-chose. D'ailleurs, un des patrons de la banque française, M. Oudéa, patron de la Société Générale, était très content le soir du vote de la loi en disant finalement, cette loi va ne concerner que 1% de notre activité. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est minimal. Bon, c'est M. Moscovici, qui était à l'époque ministre de l'économie, qui est aujourd'hui commissaire européen, qui a dirigé un petit peu cette loi, enfin, en tout cas a contribué à l'élaboration de cette loi. Donc là, il y a un vrai souci. Au niveau européen, il y a eu un personnage, alors je parle d'un personnage aussi français à nouveau, qui est Michel Barnier, qui a été commissaire européen en charge de la finance et qui a eu le courage, et c'est un homme de droite, il faut le dire, qui a eu le courage de porter la réforme de séparation. Il a fait demander un rapport qui s'appelle le rapport Liikanen. Vous pouvez le trouver, il est très intéressant. C'est le patron de la Banque de Finlande, la Banque centrale de Finlande, et qui a fait un rapport qui faisait des propositions qui étaient, à mon avis, insuffisantes, mais qui allaient quand même dans le bon sens. Eh bien, quand M. Barnier, juste avant que la nouvelle commission arrive, a essayé de faire passer sa réforme, il s'est heurté disons, à une voie de non-recevoir énorme, et plus particulièrement de ses collègues français. C'est-à-dire que les banquiers qui ont été les plus vindicatifs et les plus opposants à ce projet ont été les grandes banques françaises. Donc là, je crois que cette question-là est une question majeure. Les Anglais ont fait une réforme suite à un rapport qui s'appelle le rapport Vickers, qui va bien plus loin que ce qu'ont fait les Français ou les Allemands. Pourtant, les Anglais, c'est pas non plus des interventionnistes, c'est plutôt des libéraux sur le plan de la finance. Eh bien, ils ont compris qu'il y avait un enjeu majeur. Vous connaissez certainement ce fameux Glass-Steagall Act qui a été voté aux États-Unis en 1933 par l'administration Roosevelt, qui a contribué, qui a scindé complètement les banques d'investissement, les banques de détail. Eh bien, les économistes qui ont fait un peu d'histoire économique et qui ont regardé ce qui s'est passé aux États-Unis et dans des pays où il y a eu une séparation bancaire, dont la France après la guerre, ont constaté qu'il y avait eu une stabilité bancaire importante dans les pays en question qui avaient pratiqué ce type de réforme. En France, nous l'avons eu, c'est juste après la guerre. C'est le programme du Conseil national de la résistance qui a abouti à une réforme aussi de séparation en 3 groupes de banques: banque de dépôt, banque d'investissement moyen et long terme et banque d'affaires. Et donc cette séparation, pour moi, pour nous, beaucoup d'entre nous, c'est la mère des réformes.
C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, si on ne démantèle pas ces conglomérats financiers qui aujourd'hui ont un rôle très nuisible dans leur comportement et qui sont une menace pour la stabilité du système, alors on n'aura pas résolu le problème du fonctionnement du système bancaire. L'autre question, la deuxième, j'avais dit que j'aurais peut-être deux chapitres, c'est la question du contrôle, ce que j'appellerais le contrôle démocratique des banques. Aujourd'hui, nous sommes dans un modèle de type actionnarial, shareholders, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire que les banques sont gouvernées par la logique actionnariale pour le rendement des actionnaires, pour créer de la valeur, comme on dit, pour les actionnaires. Je pense qu'il faut aller vers un modèle de type, pour employer le mot anglo-saxon, de stakeholder, c'est-à-dire retourner, parce que c'était comme ça dans le passé en grande partie, dans lesquels toutes les parties prenantes, stakeholder ça veut dire partie prenante, de la banque, participent aux décisions dans les instances de direction. C'est-à-dire non seulement les actionnaires, mais également les usagers, les salariés et des représentants de la société, par exemple pour les questions écologiques. C'est très important. Et si on n'a pas cette réforme-là, il n'y a aucune raison de penser que les banques seront gouvernées différemment dans le futur. Donc ça, c'est pour nous aussi un point très important. Il y a des banques qui fonctionnent comme ça. On parlera tout à l'heure de banques éthiques. Mais regardez les vraies coopératives, pas les coopératives qui ont été complètement dévoyées, comme en France, par exemple, le Crédit Agricole. Bon, mais si vous prenez des banques coopératives, il y en a quelques-unes en Europe, eh bien, elles sont gouvernées dans l'intérêt des sociétaires et il y a une forme de démocratie qui évite des prises de risques excessives, qui permettent d'être plus près des usagers, puisque vous êtes à la fois propriétaire et usager quand vous êtes sociétaire. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et nous prenons aussi, quand je dis nous, attaque, les économistes atterrés, etc., nous prenons aussi la constitution en Europe d'un pôle public bancaire. C'est-à-dire, nous pensons qu'il est important qu'il y ait des banques publiques. Par exemple, comme il y en a une grande banque de développement public en Allemagne, il y en a une. En France, nous en avons une, mais elle est petite, la BPI, la Banque publique d'investissement. Que ces banques prennent de l'importance, se mettent en réseau et jouent un rôle important, notamment dans le financement à long terme des infrastructures, particulièrement dans le contexte de la question de la transition écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons, et demain, nous aurons encore plus des besoins de financement absolument considérables pour les énergies renouvelables, pour économiser l'énergie, mais aussi pour construire des infrastructures, transports et autres, qui sont essentielles si on veut réussir la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça doit se faire à l'échelle européenne, parce que ça traverse les frontières, ces projets, évidemment. Et donc, il est clair qu'il faut que nous ayons ce réseau de banques publiques. Pourquoi publiques? Parce que les banques privées, vu leur logique actuelle en tout cas, n'ont pas l'incitation à faire des prêts à très long terme. Pour elles, c'est trop risqué, l'horizon est trop long. À moins que l'État intervienne et fasse des bonifications, fasse des aides, des incitations fiscales. Mais nous pensons que c'est beaucoup mieux si c'est les banques publiques qui peuvent le faire. Évidemment, aujourd'hui, on n'en est pas là, mais ça nous paraît très important que ce réseau de banques publiques se développe à l'échelle européenne. Et pour terminer, ça sera la fin, les réformes. Quand on regarde ce qui s'est passé en Europe, on peut dire qu'il y a eu des réformes à minima. Et du coup, ça me rend très inquiet. Je fais partie de ceux qui pensent que de nouvelles crises bancaires sont tout à fait probables dans le futur. J'ai écrit un article dans, je ne sais pas si vous connaissez le journal Politis, un petit journal français, militant, qui conclut de la façon suivante, et en me fondant sur des travaux, notamment empiriques, que j'ai pu faire. On constate que quand rétrospectivement, quand on regarde les crises bancaires, on s'aperçoit qu'à la veille des crises bancaires, les banques qui vont être le plus en difficulté et qui vont donc contribuer à la crise sont celles dont le niveau de rentabilité est le plus élevé. C'est une observation qu'on a pu faire non seulement pour les pays comme la France, mais également pour les pays émergents, par exemple comme l'Argentine ou la Thaïlande. Donc on a fait un gros travail avec des bases de données, avec des collègues. Ça veut dire quoi? Mais quelle est l'explication? Parce que les banques qui sont les plus rentables sont celles qui prennent le plus de risques et qui prennent notamment les opérations spéculatives les plus développées. Et donc aujourd'hui, quand je regarde les banques françaises, elles viennent de publier leurs résultats. Elles ont des résultats spectaculaires en termes de rendement, de profit et de rendement. Quand on regarde les raisons de cette hausse spectaculaire des profits et des rendements, on voit que ça n'a rien à voir avec l'économie réelle, puisque l'économie réelle française est à zéro, croissance presque de zéro. C'est essentiellement, et même quasi exclusivement, des opérations de nature purement financière, dont beaucoup sont de nature spéculative. Donc quand je vois ce genre de résultats, je me dis, compte tenu de la faiblesse des réformes qui ont été mises en œuvre, et compte tenu des risques que nos banques continuent de prendre,
Comme disait Aurore, elles font business as usual, elles n'ont pas tiré les leçons de la crise. Et donc, si on ne change pas les règles du jeu, on va vers des lendemains qui ne chanteront pas. Je crois qu'on peut le dire. Donc, c'est là-dessus que je conclurai. Pour dire quand même, il y a un espoir, ça sera la note optimiste de la fin, c'est que je pense que les citoyens que nous sommes, et les usagers, parce que nous sommes tous usagers de banques, nous avons notre mot à dire et nous devons nous mobiliser par rapport à ça. On ne peut pas rester les bras croisés face à ces comportements et face à ces dangers. Je pense que le mouvement social au sens large peut jouer un rôle. Par exemple, nous avons déjà eu des victoires. Je donne un exemple. Concernant les projets écologiques dangereux, eh bien, nous avons obtenu, quand je dis nous, le mouvement social au sens large, et pas uniquement français, européen, même au-delà des frontières, nous avons déjà obtenu la fermeture d'un certain nombre de bassins d'exploitation de gaz de schiste et aussi houillés, qui sont extrêmement dangereux pour l'environnement. C'est notamment, par exemple, le bassin d'Alpha Coal, qui était en Australie, qui a été abandonné par un certain nombre de banques, qui ont dit on renonce à le financer parce qu'en effet, il menace la barrière de corail, il émet du CO2, c'est extrêmement dangereux. Et il y a eu une mobilisation citoyenne internationale et qui a eu des résultats. Donc moi, je crois que c'est extrêmement important que nous soyons conscients, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà conscient du problème, et que nous fassions passer l'information et que nous nous mobilisions dans des campagnes pour faire pression sur les dirigeants bancaires et aussi, surtout, peut-être, sur les dirigeants politiques qui sont chargés d'édicter les règles. Voilà, je m'arrête là.